Peigné, notre invité ce soir. Aujourd'hui, vous avez pignon sur rue, comme on dit. Vous avez un gouvernement resserré depuis quelques jours. Pourquoi ce resserrement de ministres? Pour tout simplement des causes d'efficacité. C'est-à-dire que 4 ministres, c'est plus efficace que 9? Tout à fait. Dans la mesure où nous n'avons pas aujourd'hui d'action en termes économiques, en termes d'environnement, en termes d'éducation nationale. Et nous avons décidé de recentrer ça sur les opérations les plus urgentes, qui sont celles qui sont utiles à la visibilité de la Kabylie sur le plan international. Donc les relations internationales, les institutions comme l'institution d'une carte d'identité, comme une agence de presse. Jusqu'ici, l'information sur la Kabylie était censurée partout à travers le monde. Nous avons créé une agence de presse pour donner de la visibilité et ça fonctionne très bien. Je tiens à féliciter aussi bien les artisans de la carte d'identité que ceux de cette agence de presse. Alors par exemple la carte d'identité kabyle qui est décernée depuis le 27 novembre dernier, combien est-ce que vous en avez décerné depuis le 27 novembre? Je ne suis pas le chiffre, mais il y en a énormément et les demandes que nous recevons sont encore beaucoup plus nombreuses. Alors, quand vous dites énormément, ça fait un millier, plus que ça? Dans ces eaux-là, globalement. Oui. C'est une carte d'identité culturelle. Qu'est-ce que vous lui donnez comme valeur? C'est une carte identitaire, c'est une carte symbolique qui fait que celui qui l'a dans sa poche se reconnaît en tant que kabyle et en même temps reconnaît l'autorité qui la délivre, le gouvernement kabyle. Bon, est-ce qu'il faut être kabyle pour demander cette carte d'identité kabyle? Pas forcément, mais en général, il n'y a que les kabyles qui les demandent, bien que nous ayons reçu et délivré même 2 cartes d'identité à des non-kabyles. Je ne vais pas vous faire le coup, mais est-ce que vous l'avez sur vous, votre carte d'identité kabyle? Je ne sais pas. C'est pas un contrôle de papier, hein, c'est pas l'aéroport de Ouarib ou Médienne. Mais si vous l'avez, vous pouvez la montrer. J'ai changé d'habit en venant à cette émission, ce qui fait que je n'ai pas. En cas de contrôle de papier, vous êtes. Bon, vous avez la carte numéro 1? Oui. Bon, avec quelques jours de retard, je vous souhaite un bon anniversaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre anniversaire? Vous avez changé de décennie il y a quelques jours. Écoutez, tout simplement, il y a 30 ans, je pensais que j'avais le plus bel âge. Aujourd'hui, à 60 ans, je dis j'ai 60 ans, je suis content, mais passons. Alors, nous allons balayer l'actualité avec vous, mais pour une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par l'actualité cinématographique aujourd'hui avec un film sur les écrans qui s'appelle L'Assaut. Un film qui raconte la prise de l'Airbus d'Air France en 1994. Est-ce que vous avez vu le film? Non, je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu parler. J'ai même été sollicité pour témoigner par rapport à ce film et aux événements que j'ai vécus de manière très intense pendant 54 heures. Voilà, vous étiez dans l'avion, vous. Qu'est-ce que vous avez fait de ces 54 heures? Est-ce qu'il vous arrive d'y penser souvent? Non, je ne retiens pas les choses traumatisantes. Pour moi, j'efface de ma mémoire tout ce qui est un peu handicapant ou qui empêche de vivre. Et en fait, c'est en 2001, quand il y a eu les Twin Towers, quand il y a eu les avions qui ont détruit les 2 grands bâtiments de New York, ce jour-là, je me suis vu dans l'avion continuer le voyage de Marseille jusqu'à la Tour Eiffel pour nous cracher dessus.
Et à ce moment-là, j'ai réalisé toute la douleur de ceux qui ont été carbonisés à l'intérieur, dans les bâtiments, et de ceux qui étaient dans l'avion particulièrement. Et longtemps, je me suis dit que si un jour, j'écris un livre là-dessus également, ce que vous aviez prévu de faire d'ailleurs. Oui, c'est de dire que dans les prospectus, quand on rentre dans un avion, on montre souvent que les masques vont tomber en cas de manque d'air ou d'accident, ou qu'il y a des brassières en cas de chute dans la mer, ce qui est complètement dérisoire au vu de la catastrophe imminente. Mais on n'a jamais appris aux passagers comment ouvrir une porte quand on est pris en otage dans un avion. Et j'ai passé 54 heures à lorgner du côté de la porte comment ça s'ouvrait. Et je ne savais, à ce jour, je ne sais toujours pas. Toujours pas. Ça a l'air compliqué d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Voilà. Vous étiez placé où dans l'avion, vous? À la place E18. C'est-à-dire que vous étiez devant? 18E. Vous étiez devant? Non, il y a eu deux changements, mais ça, ce n'est pas tellement important. J'étais en classe affaires, en cabine première classe, et puis une fois que les terroristes avaient pris possession de l'avion, ils nous ont évacués pour un meilleur contrôle de l'ensemble de la cabine dans la classe économique. Donc je me suis retrouvé à côté d'un illustre personnage, un ancien ministre qui était à côté de moi et qui par la suite a été reconnu, ou du moins a été identifié par les terroristes, mais ils ne lui ont pas fait de mal. C'était, si je me souviens bien, le colonel Aouchiche. Bon. Dans le film, ils font très peu de, il y a très peu de l'ambiance, hein, ce qui se passe à l'intérieur de la carlingue, en tout cas avec les passagers. À un moment donné, on voit que les terroristes collectent les passeports pour vérifier les identités. Vous, on avait collecté votre passeport dès le départ? Dès le départ, on n'a pas collecté, on a vérifié les passeports. Et celui qui a vérifié le mien, comme par hasard, c'est celui qui venait d'abattre le policier. Et pour montrer il y avait un policier algérien qui a été tout de suite repéré. Qui a été tout de suite abattu. Hein. Et c'est celui qui l'a abattu qui est venu contrôler mon passeport. Et il y avait un verre de champagne devant moi et il n'a absolument rien remarqué. Il faisait même, il se croyait même dans l'obligation de sourire pour montrer qu'il n'était pas affecté par son geste. Ce qui fait qu'il n'a même pas regardé qui j'étais ni quoi que ce soit. C'est plus tard, c'est 24 heures plus tard que j'ai été reconnu, disons. Il y avait des tas de regards, des tas de doigts qui étaient pointés sur moi. À un moment donné, donc l'un des terroristes était venu me voir et il m'a demandé mon passeport. Et à l'époque, j'avais mis sur mon passeport en tant que profession responsable politique. Et tout de suite, il a sauté sur l'occasion en disant « Quoi, à la wilaya ?» J'ai dit non, dans un parti. Quel parti? Il fallait choisir celui au nom duquel il n'allait pas m'abattre. Mais par la suite, j'ai assumé. Qu'est-ce que vous avez donné comme parti alors? Importe peu. J'avais donné j'avais donné FFS. Et à l'époque, il m'avait dit « Nous avions quelques accords avec vous que vous n'avez pas appliqués. » J'avais dit que ça ne dépendait pas de moi. Voilà. Mais une fois qu'ils avaient décidé de m'abattre, je me suis assumé en tant qu'RCD. On ne meurt qu'une seule fois. Vous avez fait une simulation de crise cardiaque, c'est vrai? Oui, c'était à 1 heure avant l'intervention du GIGN à Marseille. Ils m'ont demandé de me préparer à mourir. Et j'ai simulé un malaise cardiaque. Et j'ai demandé qu'une femme que je salue, que je remercie aujourd'hui, qui m'a sauvé la vie. Et elle est arrivée, c'est une aide-soignante de Bourj Bararij, une cabine de Bourj Bararij. Et qui m'a dit, vous êtes un quelqu'un, vous? J'ai dit, qui vous l'a dit? Il m'a dit, Moudjahidine, hein, ils ne les appelaient pas terroristes. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vous ont dit d'autre? Elle s'était tue. J'ai dit, vous savez, ils veulent m'abattre, ils viennent de me préparer,
faites en sorte de perdre un peu de temps pour gagner quelques minutes et dites-leur que je suis condamné à mourir par cette crise et que ce n'est pas la peine de m'abattre. Elle a joué le jeu et elle a dit aux terroristes que j'étais sur le point de mourir. Ils lui ont dit, il leur a dit dans 1 heure, il va mourir. Ils lui ont dit, on lui donne 2 heures. S'il ne meurt pas, c'est toi qu'on abat. Et au bout d'1 heure, le GIGN était intervenu. Et ça m'avait sauvé. Vous êtes resté en contact avec des gens qui étaient dans l'avion avec vous ce jour-là, ou alors vous n'avez revu aucun d'entre eux? Rarement. Aucun. Rarement. Ouais. Aujourd'hui, vous trouvez que c'est une bonne idée qu'on fasse un film sur cet événement? Je trouve que c'est une bonne idée, même si, personnellement, je ne sais pas si l'on restitue la vérité. Il faut toujours garder un certain nombre de secrets pour que les terroristes n'exploitent pas les failles des vérités qui sont révélées à d'autres occasions plus tard. Vous étiez hier à une manifestation de soutien au peuple libyen, au Trocadéro. La Tunisie, l'Égypte, le Bahreïn, le Yémen, la Libye se soulèvent. Qu'est-ce que ces peuples nous disent, ces peuples qui se soulèvent, selon vous? En tous les cas, c'est l'histoire qui le dit. L'histoire met un terme à l'état hérité de la colonisation, et ça a fait l'objet de mon dernier livre, Le siècle identitaire. C'est uniquement le passage d'une époque à une autre. Pendant qu'il y avait la guerre froide, l'URSS et l'Occident, la guerre entre les deux, faisait que chacun nourrissait ses dictateurs et ses dictatures pour être des alliés dans l'arène politique au sein de l'ONU. Depuis la chute du mur de Berlin, on est passé à une autre phase et toutes les identités, tous les peuples qui étaient muselés jusque-là par des dictatures commencent à aspirer à un peu plus de liberté et d'existence. Il y a ceux même qui étaient majoritaires et qui étaient minorisés dans leur pays par un pouvoir qui est dictatorial, qui ont pu enfin accéder au droit d'exister et de souffler un peu. Donc ce qui est arrivé en Tunisie, en Égypte, n'est que la fin d'une époque et le début d'une autre qui commence et qui ne va pas s'arrêter à ces 3 pays ou 4 pays. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, pas seulement dans la rive sud de la Méditerranée, mais aussi en Afrique, en Afghanistan, la guerre qui s'éternise, ou en Irak. C'est tout cela, le Rudika, et l'affaire du Cachemire, du Pakistan. Et dans tout cela, le peuple kabyle s'est réveillé lui aussi, et il ouvre droit à une reconnaissance internationale au même titre que tous les autres peuples. Aujourd'hui, en Libye, il y a un dictateur qui tombe, nous ne pouvons que nous en féliciter, et même s'il va y avoir encore des morts, et ce sont toujours des innocents qui paient dans ce genre de situation, il n'empêche que les Amazirs de Libye ou les autres peuples ou les autres identités de Libye vont enfin accéder à la liberté. Je souhaite personnellement que le Conseil national de transition, que la NAVAD a reconnu en tant qu'autorité légitime, en attendant qu'il y ait des élections dans ce pays, qu'il y ait reconstitution à travers une constituante et un pouvoir plus libre, qu'il y ait un respect des identités, qu'il y ait un respect de la volonté des peuples à l'intérieur même de la Libye, parce que la Libye, comme l'Algérie, comme l'ensemble des pays anciennement colonisés, sont constitués de plusieurs peuples, et ce serait bien que chacun accède enfin au droit d'existence. Ça, c'est le sujet de votre livre dont on reparlera tout à l'heure. C'est une bonne idée d'aller frapper Kadhafi aujourd'hui? C'est une très bonne idée, dans la mesure où cet homme est là depuis 42 ans et il préparait sa succession.